Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste. Nous allons tout d'abord revenir avec vous sur l'intérêt de cette réflexion sur la zone franc. C'est très important parce que franchement, cette monnaie qu'on appelle la MONEFA, communauté franco-africaine, qui c'était colonie française d'Afrique, ça a besoin, toute son architecture a besoin d'être revue pour qu'on puisse s'en sortir. Vous savez, on parle beaucoup de mal de l'Afrique, mais quand même, il ne faut pas oublier que le continent qui porte à bout de bras l'économie mondiale en ce moment, c'est l'Afrique. Hein. On prend par exemple dans le continent les sept économies qui seront les plus performantes d'ici 2015. C'est en Afrique. Mais si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que le Nigeria et le Ghana. Il n'y a aucun pays francophone là-dedans. Alors aujourd'hui, comment est-ce que le franc CFA constitue-t-il un frein pour le développement de l'Afrique, du continent? C'est son architecture. Donc, parce que ces questions monétaires sont assez compliquées et il faut être vraiment pédagogique, didactique pour porter ça à l'attention du public parce que c'est essentiellement politique. Ça peut être des problèmes monétaires et économiques, mais c'est essentiellement politique. Donc, c'est l'architecture qui tient. Parlons de trois aspects de cette architecture. Le premier aspect, c'est le taux d'intérêt. Le loyer de l'argent a toujours été historiquement très cher. Et ça procède de mauvais diagnostics. C'est-à-dire les banques centrales, dont la BCEAO, trouvent qu'ici, il y a trop d'excès monétaire dans la zone franc. Donc, ils lèvent le taux d'intérêt pour acheter cet excès monétaire. Ça, c'est faux. Deuxièmement, ça a une conséquence néfaste. Parce que le rôle d'une banque centrale, c'est aussi non seulement de veiller à la stabilité des prix, mais aussi de promouvoir le développement. Donc, quand vous avez des taux d'intérêt très élevés, vous ne pouvez pas accorder des crédits aux individus, à l'État, aux entreprises. Ça, c'est le premier goulot d'étranglement. Le deuxième, c'est la parité. Mais le franc CFA, en fait, c'est la monnaie domestiquée, l'euro. Et l'euro, quand l'euro a été créé, les Européens ont voulu en faire une monnaie de réserve internationale. Donc, c'est une monnaie forte. Le CFA étant une monnaie forte, ça entrave nos exportations parce que ça limite ta compétitivité. Donc, et le troisième handicap, c'est que la monnaie est transférable. Donc, tout ce que vous créez, ça peut être transféré. Et quand l'euro est mal, le franc CFA, bien entendu, également. Et même quand l'euro n'est pas mal, le franc CFA est mal. Parce qu'il y a la surévaluation de la parité. Il y a un taux d'intérêt très élevé. Et il y a un libre transfert des capitaux qui fait que nous sommes toujours... il y a des déficits structuraux qui sont induits dans cette zone. En fait, le mot qui revient souvent, c'est le piège. Alors aujourd'hui, on est en train de parler, de rester à l'intérieur de ce piège. Le piège, vous nous expliquerez en quoi cela consiste, ou opter pour l'indépendance financière. D'abord, le piège. Le piège tient à quoi? D'abord, le loyer de l'argent est trop cher. Donc le loyer de l'argent étant trop cher, les gens ne peuvent pas emprunter pour développer, ni les États. L'autre piège, c'est quoi? C'est que non seulement il y a une surévaluation du taux de change, ce qui fait que tout ce que vous produisez, que ce soit cet ordinateur ou ce costume, est toujours plus cher pour que quelqu'un qui a une monnaie beaucoup plus basse. Mais surtout, c'est que la convertibilité est garantie par des réserves de change. Mais vous savez que la pratique internationale voudrait que quand vous émettez de la monnaie, vous garantissez ça par des réserves. Mais le taux de garantie, c'est de 10 à 20%. Et c'est ce qui est aussi inclus dans les accords que nous avons signés avec la France. Vous savez combien c'est le taux de couverture en ce moment, d'après la Banque de France même? 110%. C'est quand même énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes qui sont inhérentes à l'utilisation justement de cette monnaie? Mais les contraintes, je vous l'ai dit. D'abord, vous savez, prenez le cas de ce qu'on appelle les pays du BRICS. Ça, c'est les pays émergents. Donnez-moi un seul de ces pays qui a une monnaie librement convertible, un taux de change surévalué. Regardez ce qu'on appelle la guerre des monnaies. Vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que c'est que cette guerre des monnaies? C'est-à-dire tous les pays du monde prennent des mesures adéquates pour baisser le taux de change de leur monnaie. Parce que si vous baissez, vous vendez plus. C'est comme ça que les Chinois ont arrimé le yuan au dollar depuis 1994 à un taux très bas. Et c'est pour ça que
les Américains comme les Européens recourent à ce qu'on appelle mais vraiment quantitative easing. C'est quoi? C'est que la création monétaire. Ils créent des milliards de données qu'ils déversent pour baisser leur taux, leur taux de ça. Et nous, à côté de ça, compte tenu des réalités économiques qui sont complètement différentes des réalités économiques européennes, et même les réalités économiques européennes ne leur permettent pas, à en juger par leurs problèmes, d'avoir cette politique. Très bien. Alors aujourd'hui, pour éviter justement de s'enfermer dans un concept, si aujourd'hui on parle d'indépendance monétaire, qu'en sera-t-il de l'intégration régionale? Mais non, faut dissocier les deux choses. Il faut dissocier les deux choses. Tous les pays de la région peuvent avoir leur monnaie différente. L'essentiel, c'est qu'il y a une coordination des politiques monétaires. Si vous voyez, avant la naissance de l'euro, il y avait ce qu'on appelle le SME. C'était le système monétaire européen. Donc, cette coordination, mais il faut quand même tordre le cou à un fait. On parle beaucoup d'intégration. Tant que c'est le politique, ça ne marche pas. Mais la véritable intégration, ça se passe. Vous savez que, par exemple, tout le commerce intra-régional, ce sont les gens de l'informel, qui soient habillés en costume comme vous, qui soient en sandales. Deuxièmement, on parle beaucoup d'immigration, on nous pointe du doigt. Vous savez que 90% de l'immigration en Afrique, ça se passe à l'intérieur de l'Afrique. Donc, en fait, l'intégration est là. L'intégration est là, et si les Africains, au niveau politique officiel, arrivaient à parler d'une seule voix, on arriverait à sortir de ce piège-là, parce qu'on pourrait dire à la France que nous, on ne veut pas d'une monnaie convertible, parce qu'aucun des pays qui sont en ce moment, que vous prenez la Chine, que vous prenez l'Inde, que vous preniez le Brésil, leur monnaie n'est pas convertible, elle n'est pas librement transférable. On leur dit que la politique mondiale en ce moment, c'est de baisser les taux. Aux États-Unis, le taux directeur est à 0,5%. Les gens empruntent à 2,5%. Nous, on emprunte à 18%. Alors qu'économiquement, on sait que tout d'intérêt supérieur à 3% ne peut plus créer de la richesse. Alors aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'UEMOA, quelle serait la bonne démarche? Que chaque pays ait d'abord son indépendance monétaire, ou qu'on essaie de se retrouver, de se fédérer autour d'une monnaie? Voilà, moi, je vous donne votre première question. Je vous dis, pour créer sa propre monnaie, il faut disposer de ses réserves. Nous ne disposons pas de ces réserves. C'est la France qui dispose de ces réserves-là. Nous n'avons même pas une clé de répartition de ces réserves-là. Donc, si vous voulez créer une monnaie, il vous faut disposer des réserves. Il faut créer cette monnaie. Et Gbagbo, qui s'était donné 2 mois, avant les 2 mois, il a sauté. Donc, la création monétaire, il faut d'abord, nous, on est en déficit structurel permanent. Donc, moi, j'aurais préféré, évidemment, quand un peu plus jeune, j'étais radical aussi, je voulais le démantèlement, mais maintenant, je militerais plutôt pour un franc CFA, d'abord qui changerait de dénomination. Parce que colonie française d'Afrique, là, c'est trop, quoi. Appelons-le le Cori, comme un collègue a suggéré. Non, mais c'est vrai. Deuxièmement, il faudrait que tout ce qui constitue le handicap, ce piège-là, c'est-à-dire les taux d'intérêt très élevés, la convertibilité, tout ça, qu'on mette fin à ça. Mais on ne le fera que... Pour terminer, juste dans quelle mesure, justement, cette rencontre de Dakar prend en compte ce préalable, c'est-à-dire la question des réserves? Mais justement, parce que justement, les politiques-là, ils sont décevants. Pour le moment, il faudrait qu'il y ait un mouvement global. Comme il y a eu le mouvement Y en a marre. Y en a marre du régime BAD. Maintenant, il faut qu'on dise qu'il y en a marre du CFA. Mais y en a marre du CFA, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi venir avec une stratégie de remplacement. Et donc, pour moi, c'est l'externalité, l'extraversion de cette monnaie, la corriger. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une sous-domination de l'euro, mais que ce soit une monnaie réellement africaine. Est-ce que justement, pour revenir au point précédent, vous n'êtes pas en train de me dire qu'en réalité, les vrais acteurs de l'intégration, ce sont les acteurs du secteur informel, et que de toute façon c'est un faux débat que nous sommes en train de mener? Absolument. J'avais écrit un papier qui était publié dans Jeune Afrique qui appelait le faux débat de la dévaluation. Non, ce qu'il faut simplement, c'est retrait du giron de la France. Et maintenant, franchement, ça l'intérêt de la France, parce que quand même il y a un élément nouveau qui est rentré en Afrique, c'est l'entrée des pays émergents qui donne aux Africains quand même un atout de négociation. Bon, Tandian l'a mal négocié au Niger parce qu'il pensait que bon, maintenant qu'il avait les Chinois, il pouvait se débarrasser, mais il l'a mal fait. Ça a l'air tellement limpide. Qu'est-ce qui fait que cela traîne?
Ça traîne parce que... Cette nécessité de se départir du franc CFA. Mais pourquoi ça traîne? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un phénomène de vase communicant entre la France et les élites? Vous avez vu que tous ces chefs d'État, ou alors tous les cadres supérieurs, souvent sont passés par la Banque centrale, par les banques commerciales, par le Fonds monétaire international, par l'UEMOA ou la BOAD. Donc c'est le système qui cultive tout cela et qui entretient. Et ce système-là, c'est par la rue. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un pays qui serve de locomotive. De locomotive. Oui. Et moi, je dis que le Sénégal a tous les pédigrés. Voyez, à la conférence dont j'étais, vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'expertise qu'il y avait là-bas. C'était un bonheur d'écouter ces gens-là. Mais on a l'expertise, nous avons tout. Il nous faut simplement des chefs d'État qui sont conscients de l'intérêt de la nation. Et ça, c'est la rue. C'est à la rue. Senou Mbaye, économiste, merci pour ces éclairages. Malheureusement, le temps nous est compté. Nous aurons certainement l'occasion de développer cet aspect plus amplement dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi, mesdames, messieurs. Excellente soirée. Bonsoir. C'est bon.